Les mauvaises herbes sur les exploitations, c'est un problème important dans deux domaines. Alors c'est un problème majeur pour tous ceux qui sont en agriculture biologique, c'est vraiment le verrou technique le plus difficile à résoudre. Et puis pour ce qui concerne ceux qui sont en agriculture conventionnelle, l'élément un peu nouveau ces dernières années, c'est qu'on assiste à la résistance de nombreux herbicides et les adventices deviennent un problème important dans les systèmes grandes cultures en conventionnel qui amène même à remettre en cause les systèmes techniques actuels. On sort d'une période où le coût des intrants était quelque chose qui conduisait à les utiliser d'une manière quasi systématique parce qu'en termes économiques, on avait un résultat à la sortie qui était intéressant. On est en train de basculer là maintenant et d'ailleurs l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, a monté des programmes de recherche qui arrivent avec leurs conclusions très intéressantes, ce qu'ils appellent l'agriculture à faibles intrants. Et on constate que cette agriculture dite à faibles intrants produit des résultats économiques pour l'agriculteur tout à fait satisfaisants. En matière de désherbage mécanique, les agriculteurs s'y intéressent de plus en plus pour deux raisons. C'est qu'ils ont un problème technique de résistance des mauvaises herbes aux herbicides qui est difficile à résoudre dans les systèmes simplifiés, en système céréalier. Et puis deuxième problème, c'est que dans les eaux superficielles et profondes, on retrouve des résidus de pesticides et les principaux produits que l'on retrouve sont des herbicides. On se rend bien compte qu'on ne pourra pas continuer avec le désherbage chimique dans les conditions actuelles. D'abord, le Grenelle de l'environnement a été clair là-dessus. On va réduire les phytos de 50% d'ici 2012. Les agriculteurs, les consommateurs pensaient bien qu'on ne pourrait pas continuer à toujours plus de rendement, toujours plus de phytos, toujours plus d'efficacité. Mais il y a l'environnement aujourd'hui qui prime. On savait bien qu'il faudrait modérer l'emploi des intrants chimiques et compenser par du mécanique. Alors le retour au désherbage mécanique, il y a un courant qui, à mon avis, sera irréversible. On a beaucoup travaillé avec efficacité, avec les désherbants, avec tous les produits chimiques, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne pourra pas continuer toujours dans cette direction-là. La direction est donnée et de ce fait, les constructeurs de machines agricoles comme nous, qui croyaient depuis longtemps que le désherbage mécanique pouvait apporter des services très importants à l'agriculture. Des gens comme nous, aujourd'hui, ont une écoute nettement accrue. Aussi bien les techniciens que les agriculteurs voient ce que nous avons fait comme progrès et sont prêts à rentrer dans cette logique de désherbage mécanique. Donc nous, l'exploitation est en bio depuis 1968. Ce qui me pousse à utiliser ce genre de matériel, c'est le fait qu'on avait de plus en plus d'herbes dans les champs. Le salissement était de plus en plus important. Le premier matériel qu'on utilisait, c'était la bineuse, donc dans les années 80 à peu près. La RC-Tri est venue un petit peu après, dans les années 90. Alors les points clés pour réduire la pression en adventice, ils relèvent de la rotation des cultures avec des successions de cultures beaucoup plus longues que ce qu'on pratique généralement, qui rejoignent les rotations type bio. Ensuite, il y a tout ce qui est faux semis, préparation avant le semis pour essayer de diminuer le stock semencier. Et puis après, des interventions mécaniques pour contrôler donc la levée des adventices. Au semis, pour optimiser le désherbage mécanique, c'est très important de rouler. Que ce soit les céréales ou les cultures de printemps, nous roulons systématiquement sur la totalité de la surface. Alors un petit bémol quant aux céréales, nous ne roulons pas forcément au semis, on roule plutôt en sortie d'hiver, au mois de février-mars. Ça permet, quand le sol est boursouflé avec le gel, de rappuyer le sol et de créer un enracinement supérieur.
Depuis 2 ans maintenant, on est équipé d'un récupérateur de menu paille sur la moissonneuse-batteuse qui permet d'améliorer encore ce système pour éviter l'enherbement. Il permet de récupérer toute la menu paille à la moisson et donc forcément de récupérer les mauvaises graines qui sont avec. L'itinéraire culturel sur céréales, chez nous, nous faisons du blé, de l'orge, de l'avoine nue principalement. Il commence par plusieurs déchaumages successifs. Ensuite vient le labour qui a été remplacé depuis 2 ans par un chisel qui évite de retourner la terre, qui chamboule la terre mais sans la retourner. Ensuite vient le semis, donc en combiné, herse rotative plus semoir. Donc à écartement standard, on sème à 17 cm. Sortie d'hiver, premier passage de herse-trille qui intervient au plus tôt début février, au plus tard au 15 mars, suivant les conditions météo. Ce passage de herse-trille est précédé d'un apport d'engrais organiques. On amène 60 unités à peu près d'azote. Les passages d'herse-trille successifs varient selon les années. Ils peuvent aller jusqu'à 4 passages, avec le dernier passage au stade limite de passage tracteur. On va dire avec un blé qui fait jusqu'à 40-50 cm de haut. En céréales, la pression en mauvaise herbe, depuis qu'on est équipé de herse-trille, elle est très très faible, pas au point de pénaliser le rendement. En ce qui concerne la culture des pois et de la lentille, le semis s'effectue généralement dans le mois de février. Il est suivi systématiquement d'un roulage pour une bonne levée et la herse-trille ensuite qui est passée dès la levée au stade de 2 feuilles environ. Et le gros avantage de ces 2 cultures, c'est qu'on peut recouvrir la culture de terre. Que ce soit le pois ou la lentille, ils arrivent à repartir derrière, même recouverts. En ce qui concerne la lentille, les passages de herse-trille, il n'y a rien de contraignant. On peut passer dès la levée jusqu'à la fin de la culture. Ce n'est pas forcément nécessaire parce que la culture couvre énormément le champ. Donc 2 passages, 3 passages maximum suffisent. En ce qui concerne le colza, le semis s'effectue généralement fin août, dès les premières pluies, dès qu'on a de la pluie. Il est semé à 75 cm d'intervalle, à 25 plants au mètre linéaire maximum. Ensuite, il est biné dès la levée. À partir de 2 feuilles, on commence les binages. Il y a généralement 2 binages à l'automne, et puis ensuite on refait encore 2 ou 3 binages en sortie d'hiver, début de printemps. En ce qui concerne les cultures de printemps, sur la ferme, nous faisons donc principalement du maïs, du tournesol et des haricots secs. Le semis s'effectue pas trop tôt, on essaye de semer assez tard pour qu'il y ait une levée rapide. Le premier passage de bineuse s'effectue à la levée, au stade de feuilles. Il est suivi de plusieurs passages suivant les conditions météo. Donc en maïs et en tournesol, il varie entre 2 et 4 passages. En haricots, il peut aller jusqu'à 6-7 passages. Donc il y a un peu de perte de rendement liée au désherbage, mais c'est très infime. Donc on sème un petit peu plus épais qu'en conventionnel. Ça permet de limiter la casse. Quand on fait du désherbage mécanique, on vise le contrôle des adventices, certes, mais en même temps, on intervient sur le sol à travers différentes composantes du sol, composantes physiques, composantes chimiques, composantes biologiques. C'est-à-dire qu'en ayant un travail mécanique sur la structure du sol, on va relancer l'activité des micro-organismes, on va favoriser l'activité des vers de terre, on va favoriser l'infiltration de l'eau, enfin, etc., etc. Donc autrement dit, on a d'autres aspects agronomiques tout à fait intéressants liés à cette intervention mécanique. Après un passage de herse-trille ou de bineuse, on voit un développement de la culture assez important. Ça permet de minéraliser l'azote qui est en surface. Pour prendre un exemple, le premier passage dans le blé qu'on fait généralement dans le mois de février, entre mi-février et fin février, le blé en sortie d'hiver est plutôt jaune et après ce premier passage, le blé verdit dans les 8 jours qui suivent et on voit qu'il démarre, qu'il pousse énormément. Alors les conditions idéales pour intervenir en désherbage mécanique dépendent de la situation de la parcelle. La décision doit se prendre à la parcelle. Il faut éviter les conditions trop humides d'une part, les conditions trop sèches d'autre part.
Alors en sol non ressuyé, quand le sol est trop humide, on peut avoir des résultats décevants dans la mesure où les outils qui sont des outils à dents, eh bien, il va y avoir des phénomènes mécaniques de liaison outil-sol et à une certaine humidité, ce qu'on appelle la cohésion d'une part, ce qu'on appelle l'adhésivité d'autre part, font qu'on va avoir une efficacité tout à fait réduite du type collage, du type formation de lard et en plus avec des conséquences du type lissage au-dessous de la dent. Donc les conditions de réussite d'un désherbage mécanique, c'est forcément la météo. On est très lié à la météo, c'est une contrainte bien sûr, mais si on est très attentif à nos parcelles, qu'on les surveille bien, on a toujours une petite fenêtre météo pour intervenir. Le stade optimum pour passer avec la hersitrille, c'est quand les adventices sont au stade plantule, contrairement à la bineuse qui, elle, est efficace bien après le stade plantule. Avec le désherbage mécanique, il faut intervenir dans des conditions plutôt séchantes pour être sûr que les plantules d'adventices que l'on a déterrées du sol puissent sécher au niveau de la surface du sol. Donc il faut du vent et du soleil de préférence pour que ces plantules dessèchent. Et donc il faut intervenir dans ces conditions-là.